Nous sommes à la 8e nuit originale. Il est 16h et dans quelques semaines, ce sont les élections présidentielles. Alors 1 heure pour parler de sujets de société qui sont couverts par la campagne présidentielle. On est d'accord que c'est beaucoup trop court. Du coup, ce qu'on s'est dit, comme on avait la chance d'avoir Julien Guetz de DataGull, Romain de Linguisticae ou encore Usul de Usul, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à la sémantique de la campagne présidentielle. Quel est le langage de la présidentielle? Quels sont les éléments de langage de cette campagne? Qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que c'est que le mérite? Évidemment, ça donnait un débat qui était passionnant. C'était avec des gens extrêmement cool qui étaient autour de la table pour une réflexion qui était un peu bordélique, bien sûr, mais qui, j'espère, vous donnera quelques pistes de réflexion pour être critique vis-à-vis non pas simplement du discours des gens, mais de la façon dont ce discours est formulé, sachant que la façon de formuler un discours est souvent plus significative que le discours en lui-même. Ah, et juste avant d'attaquer ce replay, encore une fois, pause, professionnel, tout ça, si vous aimez DataGull, ils ont lancé une grande opération de crowdfunding pour lancer une sorte de grand documentaire sur la démocratie. Je vous ai mis le lien dans la description, évidemment, allez voir, allez soutenir ce projet, même en partageant le lien. Voilà, ces gens ont fait un taf incroyable ces dernières années, je pense qu'un petit partage de liens ou évidemment des thunes, hein. C'est quelque chose qui leur fera vraiment plaisir pour se développer et puis pour qu'ils continuent à faire des projets comme ça. Voilà, c'est tout du coup. Maintenant je vous laisse, vous pouvez reprendre le podcast. La maîtresse en maillot de bain. Oui, voilà, c'est bon. Oui, la dernière fois j'étais au téléphone, c'était laborieux, oui. Je voyais pas à qui je parlais, j'étais même pas sûr, j'entendais pas bien. Donc je me suis dit, bon, on va venir pour de vrai, faire ça au propre. Histoire que ce soit laborieux, mais pour de vrai cette fois-ci en physique. Et c'est cool. Et t'es notamment sur Mediapart avec l'ère de la campagne. Précisément. Et ça te fait perdre tes cheveux du coup. Ah oui, non, non mais tu sais, c'est une vraie angoisse ça, de perdre ses cheveux, etc. Tu m'as fait peur d'un coup. Non, j'ai perdu en longueur, pas en cheveux. Effectivement. Non, pas en consistance, absolument pas. C'est cool que tu sois là et avec toi, du coup, un partenaire aussi, vous avez collaboré sur des vidéos. Linguisticae. Bonsoir. Bonsoir. Ok, donc on est avec le collectif des grosses voix. C'est la Triforce des grosses voix avec Nota Bene qui est à côté. Et ravi de vous avoir. Vous venez pour la première fois tous les deux. Et c'est un plaisir non dissimulé. Salut Esther. Salut Thomas. Comment ça va? Ça va bien. T'as pas révisé? Non, j'ai pas révisé. Donc tu officies chez Mads et tu fais je fais la rubrique politique actu chez Mademoiselle. Julien, salut. Attends, est-ce que ton micro marche bien? Oui, ça y est. Voilà, il faut que tu parles faut que je sois assez proche. Ok, donc on te voit assez peu en fait. Exact. Mais par contre, on t'entend beaucoup. Un peu plus, ouais. Je suis la voix de DataGull, donc voilà. Là, tu es un peu essoufflé, donc du coup, ça s'entend pas plus que ça. Oui, et puis je la transforme. C'est vrai? C'est vrai, c'est la voix de DataGull. Oui. Je suis trop fan de DataGull. Ça se reconnaît pas forcément, effectivement. Tu peux nous dire des chiffres là? 12, 24, 177. Oui, c'est ça. Exact. Clémence Bodoc, rédac-chef de Mademoiselle Yo. Bonsoir, merci beaucoup Thomas pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et puis Chloé de Mads aussi, juste à côté. Salut. Salut. Wesh alors. Je vous ai invité aujourd'hui et en fait, c'est compliqué parce qu'on est à quelques semaines de la présidentielle maintenant et j'ai l'impression qu'en permanence, tous les sujets sont pris. Quand on arrive à 3 semaines de la présidentielle, toutes les problématiques sont quasiment toutes prises, beaucoup mieux, et on va pas avoir le temps de faire un travail de fond en 1 heure. Mais je voulais profiter d'avoir Linguisticae ici présent, d'avoir Usul aussi qui travaille sur des... tu fais un peu de décryptage. Non. Oui, si tu veux. Je travaille sur les discours politiques, discours. Un petit peu. Et donc Julien sur toute la partie data aussi et la forme. Oui. L'enquête data quand même sur DataGull, c'est Sylvain Lapoix. Oui, mais le gros. Mais quand même. Et donc à Mads aussi, vous avez un angle d'attaque et d'analyse qui est plutôt lié à des questions sociales. Comment est-ce que les politiques en fait répondent à des problématiques sociales? En tout cas, c'est comme ça que on se focalise surtout sur leur rapport aux droits des femmes, à l'égalité. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un peu une problématique qui est pas encore tout à fait désuète. Donc, je comprends l'engouement. Et je voulais donc voir avec vous qu'est-ce qui fait la spécificité des langages de la présidentielle, à savoir comment est-ce que les candidats s'expriment, aussi bien à travers le langage verbal qu'à travers le langage non verbal. Quelles sont leurs postures? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, par exemple, des candidats ont des postures, ont des démarches qui vont à l'encontre de leur discours pouvant aller eux-mêmes à l'encontre de leurs ambitions réelles? Est-ce que vous, il y a des postures qui vous marquent particulièrement, des discours qui vous marquent particulièrement, des façons de s'exprimer qui vous marquent particulièrement? Ils ont tous leur petit style. Hein. Macron, par exemple, va avoir le langage absolu du grand oral de l'ENA en permanence. Alors ça stupéfait tout le monde. Il est arrivé à se mettre beaucoup de rédaction dans sa poche à base de name dropping, etc. Donc il a une langue qui est tout à fait en fait la langue des élites, qui plaît énormément aux élites. À côté de ça, évidemment, on a un Poutou qui est sur un style... Alors lui, c'est le plus détendu du monde.
le style le plus à la cool. Il fait ah là c'est bon les conneries là, non franchement, il parle exactement, il essaie de parler, mais je pense qu'il parle vraiment comme ça aussi. Donc c'est une histoire de registre, voilà, soutenu, pas soutenu, puis après il y a d'autres variances. Il y a la Marine Le Pen par exemple qui va jouer énormément sur des images violentes, donc c'est des discours très travaillés qui vont beaucoup reposer sur, voilà, on parle pas de l'Europe, on parle du trou sans fond de l'Europe. Il y a toujours des images extrêmement saisissantes qui vont figer l'auditorat. La France, alors voilà, on peut mettre plein d'adjectifs de suite pour montrer que c'est horrible, ça coule, on est assailli par des vagues d'immigration. Voilà. C'est très très imagé. Marine Le Pen joue beaucoup de l'image. Après, Mélenchon aussi a un autre rapport. Bon, on peut les faire un par un, ça peut être long. Mais... Bah, on a le temps. Hein. Ils ont tous leur rapport à la langue. On est là pendant une petite heure, donc on va faire un petit tour. Clem. Si je peux rebondir, en fait, j'aurais pas dit totalement la même chose que toi sur Macron. Alors bien sûr, effectivement, son langage est extrêmement soutenu. Bien sûr, il a les marques de son éducation. Je trouve surtout que c'est l'anti-Sarkozy qui... Alors, au départ, on savait pas si Sarkozy faisait exprès d'avoir un langage aussi... populaire. Oui, voilà, caricatural presque. Et Macron, pour le coup, ne bétifie pas son discours. Il utilise effectivement des grands mots, des grandes phrases. Il prend pas en fait les personnes qui l'écoutent pour des cons. Il part du principe que la langue est compréhensible pour tout le monde. Il ne s'abaisse pas finalement à un langage populaire au sens extrêmement péjoratif. Pas parce qu'on change de registre qu'on bétifie son discours. Hein. Ah, je suis d'accord avec ça. C'est un jugement de valeur, c'est juste un changement de registre, mais il rend pas son discours plus bête ou moins bête. Poutou, c'est pas du tout bête ce qu'il dit. Je suis entièrement d'accord. Voilà. C'est pour ça que je te dis que je le place comme anti-Sarko plutôt que forcément descendant de l'élite. C'est-à-dire que oui, il a ces marqueurs-là dans son langage. Dans le contexte de la campagne, je l'analyse plus comme le refus de s'abaisser à cette manœuvre en fait, parce que c'était tout le populisme de Sarkozy en fait que Macron rejette. Même qu'il faisait exprès de faire des fautes de français, Sarkozy. Je sais pas s'il faisait exprès ou pas. Dans ce que j'ai entendu, je sais plus où j'ai entendu, mais j'ai entendu ce truc-là déjà. Ouais. C'est pas très sourcé. Hein. Là, je vous dis ça. C'est un peu une posture qu'on trouvait aussi, et là pour le coup c'est sourcé, qu'on trouvait chez Nigel Farage, qui est un mec extrêmement aristocrate et qui joue cette image de mec de campagne, bien sympathique et tout, alors que le mec est blindasse et bah c'est déjà beaucoup. Donc donc cette posture-là qui vous marque, c'est plutôt Emmanuel Macron pour l'instant. Enfin, un des premiers gars qui vous vient à l'esprit quand on parle de posture présidentielle, c'est Emmanuel Macron. Julien, tu fais. Ils ont tous, c'est ce que disait Usul. Ouais. Ils ont tous leur posture propre. Macron à la sienne, Fillon à la sienne, Le Pen à la sienne, Mélenchon à la sienne. Enfin, ils ont vraiment tous la leur propre. Effectivement, où ils jouent sur des niveaux de langage, ils jouent sur des stéréotypes. Après, ce qui les caractérise aussi, c'est les stéréotypes qu'ils vont choisir, puisque le principe de ce qu'ils essayent de faire, en tout cas, la façon dont ça se cristallise aujourd'hui et l'élection présidentielle telle qu'elle existe en France oblige à une forme de radicalisation du discours, et c'est exactement ce qu'on observe pour polariser le plus possible et récupérer à l'intérieur de cette polarisation le plus d'électeurs possible à l'intérieur d'un camp ou d'un autre. Le but du jeu, c'est d'ériger des camps. Donc pour avoir des camps, il faut creuser des tranchées. Si on n'a pas de tranchées, on n'a pas de camp. Si on n'a pas de camp, on n'a pas d'électeurs. Si on n'a pas d'électeurs, on n'est pas élu. Donc c'est assez basique et c'est assez problématique, puisque du coup, ça les emmène évidemment à une simplification des problèmes qu'ils sont censés traiter en fait. Les syllabes qui manquent vous seront attribuées à la fin de l'heure dans un DLC qui sera mis en ligne spécialement pour vous. C'est intéressant parce que tu dis que il faut en quelque sorte radicaliser son discours et son expression. Je pense pas qu'ils le fassent, mais c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, mais en fait, alors c'est pas ce que fait Macron. C'est-à-dire que son programme et son discours sont extrêmement j'allais presque dire consensuel. Alors c'est très loin de mes idées, de mes ambitions. Mais alors, ok, dans ce cas-là, effectivement, je suis d'accord avec toi parce que justement, c'est celui qui a le discours le plus presque plat entre guillemets. Oui, mais qui est contre ce qu'il dit, c'est d'accord, mais sur le fond, mais en fait, sur le fond, sur la forme du discours. Je le trouve pas radical en fait. C'est justement l'opposition, elle est entre l'extrême sophistication de sa langue et la brutalité et la simplicité de son corpus idéologique pour arriver là où il veut en venir. Là, le décalage, il est sympa. Ouais. Pour autant, c'est pas consensuel. Faut pas laisser dire que c'est consensuel ce qu'il dit. Il y a des choses très brutales. Romain. Pourtant, moi, Macron, je le trouve nul en discours. Je trouve que discursivement parlant, il est nul. Il utilise beaucoup de répétitions. Il hésite. Il n'est pas tout à fait sûr de là où il veut en venir. Je pense que c'est aussi lié peut-être à un manque vraiment de vision politique. Hein. Il nous bassine avec sa vision, mais je ne sais pas vraiment si lui-même sait exactement où est-ce qu'il va. Et moi, en plus, il y a un truc qui revient. Moi, j'ai regardé le documentaire de LCP sur Macron, et Macron, justement, il vante beaucoup justement les belles lettres, les lettres classiques, et finalement tout son héritage aussi, parce que les lettres classiques, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. C'est bien triste, mais c'est comme ça.
Et il est vachement dans la glorification finalement un peu de ce prestige de la littérature un peu ancienne, qui peut paraître un peu désuète. Alors après, il bétifie pas son discours entre guillemets, mais moi je considère pas qu'il y ait besoin que ce soit pas non plus symptomatique d'un nivellement par le bas, par exemple, de bétifier son discours, pas du tout. Ça peut être aussi une forme de vulgarisation. Et Macron, en fait aussi, il y a quand même un truc qui est déterminant. On dit Macron finalement, il a des idées qui peuvent être comme ça. Dans son discours, il est brave et plein de belles choses. Mais en fait, il faut aussi dire que les discours de Macron et ce qu'on entend de Macron, c'est aussi porté par des médias. Et finalement, il a même pas besoin de s'investir plus dans sa campagne, en fait. On s'en occupe pour lui. Oui, ces métadiscours, les métadiscours sur Macron font beaucoup plus que finalement les discours de Macron. Et quand tu voulais dire que ces discours étaient mauvais, tu parles de ces discours construits de tribune. Là où il est excellent, c'est en plateau. C'est face à un intervieweur qui va toujours arriver à charmer, c'est face à un adversaire qui va toujours arriver à retourner. C'est une autre façon de... Là où Mélenchon, par exemple, son point fort, c'est la tribune. Oui. Ouais. Il y en a aussi un qui est nul en discours, mais que je trouve qui sur plateau peut avoir du répondant, c'est Dupont-Aignan, par exemple. C'est vrai qu'il a une présence pour le coup. Il a vraiment la figure du daron, j'ai l'impression, du père qui vient un peu en repas de famille. Et le type, tu sens qu'il peut ouvrir une bouteille de rouge à la fin de son discours pour aller avec les petites tranches de salami. Mais il joue sur cette présence là aussi. Après, je connais pas son background à Dupont-Aignan, mais c'est vrai qu'il a un discours qui en plus pour le coup est un peu en mode repeat depuis 2002, j'ai l'impression. Oui. Donc, alors pas depuis 2002 peut-être pas, mais depuis en tout cas depuis la rupture qu'il a fait avec Sarkozy. Clairement. Esther, tu voulais intervenir? Ouais, non, c'est juste par rapport au fait que Mélenchon soit très tribun, justement. Je trouve que certains ont vraiment cette caractéristique-là. Ils vont avoir de la verve en public, etc. Et au contraire, par exemple, Hamon, je le trouve, dans ses discours, très calme, en fait. Très, très posé, très... Et je pense que c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission politique jeudi soir, mais il a été jugé sincère et honnête. On en pense qu'on veut, mais en tout cas, je pense que c'est aussi dû justement à cette posture qu'il adopte, d'être juste très, très calme et très posé, et pas du tout justement dans la vindicte. Dans l'outrance. Je suis assez d'accord, effectivement, je trouve que Hamon il a ce côté un peu à l'inverse de beaucoup de politiques, de vouloir relativiser beaucoup de problèmes qui sont considérés comme très graves par énormément de citoyens et d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques. Et dans son discours, j'ai l'impression que souvent il essaye de relativiser au maximum en fait ces grandes thématiques, ce qui est un peu à l'inverse de Marine Le Pen par exemple. Est-ce qu'on n'a pas un traumatisme des précédentes campagnes présidentielles? Je pense notamment, alors surtout à 2012, où les discours étaient extrêmement violents. Je me souviens avoir eu mal vraiment à entendre des propos d'une violence extrême. Là, j'ai l'impression que tout le monde fait un petit effort pour qu'on évite de s'insulter ouvertement. Faut éviter d'aller sur Twitter, mais sinon, au moins dans les discours et dans les interviews, ça reste des discours de gentleman. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est une question que j'aimerais bien poser à Julien, parce que toi, avec DataGull, tu vois, enfin, ça fait 2 ans du coup que tu officies, et j'imagine que tu as pu voir dans les réactions. Tu parles de quelque chose qui, a priori, c'est une question qui est épistémologique super intéressante, parce que tu parles de la donnée, de la data. Je sais que vous aimez. Et du coup, tu parles d'une donnée qui, a priori, ne prend pas de parti pris politique. Si? Vas-y, explique, parce que du coup, ça c'est un problème qui s'est posé avec le décodex, justement, et ça peut être intéressant comme... la donnée n'est pas une chose neutre, en fait. D'ailleurs, c'est un truc que moi, c'est une dérive que je trouve qui existe dans le journalisme, c'est de porter la donnée comme étant la nouvelle objectivité. Ce qui est une erreur fondamentale, parce que la donnée n'est pas objective. Elle a un contexte d'émission, elle a un contexte d'interprétation, et donc elle a plein de filtres qui font qu'elle n'est pas purement objective. C'est pas vrai. Alors 2 + 2 = 4, ok, on est d'accord, mais c'est pas du tout la donnée telle qu'on l'utilise dans les médias et telle qu'on l'utilise sur DataGull, etc. Nous, ce qu'on revendique sur DataGull, c'est une forme de sincérité de travail sur ces données-là et de sincérité des questionnements qu'on porte avec les croisements de données qu'on fait. Après, on ne prétend pas à une objectivité de nos questionnements. C'est pas vrai. Mais après, ça part d'un principe tout bête, c'est que moi, je ne crois pas à l'objectivité. Pas plus pour les journalistes que pour n'importe qui d'autre. Je veux dire, je vais aller raconter, je vais devoir écrire un fait divers sur le chien écrasé dans le boulevard à côté. Je vais le faire avec mes 37 ans de vécu. Et je ne vais pas faire abstraction de ça. J'aurai ma subjectivité quoi qu'il arrive. Donc c'est d'autant plus vrai quand je travaille sur un épisode de DataGull qui va avoir attrait à des choses qui me touchent un peu plus, qui sont des thèmes comme l'agriculture industrielle, comme les
l'inégalité des sexes, comme voilà, des thèmes qui nous touchent, qui sont ceux qu'on choisit pour faire un épisode de Data Gueule à chaque fois. Ce qui fait qu'on choisit un épisode de Data Gueule, c'est qu'on est touché par le thème. C'est que ça nous secoue d'une manière ou d'une autre. Donc à partir de là, il y a forcément une subjectivité. Et à partir de cette subjectivité-là, on soulève des questions. On porte nos questionnements en fait, et on travaille sur les données, on travaille avec les données pour voir ce qu'elles racontent, sans présupposer de ce qu'elles pourraient raconter. Et à partir de là, on essaye de partager ces questionnements-là. Usul, tu voulais... Non, c'est très bien, non, je suis très content d'entendre ça. Si tu voulais du clash, c'était Samuel Laurent qu'il fallait inviter là-dessus. Tu vois. Non, pas du tout, au contraire. C'est juste que je sais que c'est des thématiques qui ont beaucoup circulé, qui ont beaucoup posé de questions. Et c'est vrai que cette question de neutralité, de la donnée comme étant neutre absolument, est quelque chose qui est d'autant plus intéressant à mettre en exergue aujourd'hui que beaucoup de politiques ont ce discours de réalité, justement. Oui, mais en plus, on se tire une balle dans le pied si on prétend que la donnée est neutre, alors que plein de monde les utilise en termes de communication. Donc ça voudrait dire que nous, j'entends nous, et encore moi je ne me considère pas nécessairement comme un journaliste, mais que les journalistes les utiliseraient avec objectivité, et puis que les communicants, qu'ils soient politiques, marketing ou autres, ça serait des méchants qui utiliseraient les données de mauvaise manière. Mais il faut arrêter. En fait, tout le monde utilise la donnée pour raconter le monde d'une manière. Après, il y en a qui le font avec plus ou moins de sincérité, et certains avec un objectif de manipulation, on va dire, entre guillemets, que ce soit pour vendre des yaourts ou pour vendre une campagne présidentielle. C'est pas la même chose que quand j'utilise des données pour raconter des inégalités des sexes, avec ma subjectivité sur le sujet, bien sûr. Mais j'ai rien à vendre derrière, en fait. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce discours de réalité, c'est-à-dire de gens qui se revendiquent comme étant « moi je suis réaliste et vous êtes des idéalistes ». Là, il y a beaucoup de commentaires dans le chat en ce moment qui disent « le micro de Julien il saute ». C'est vrai, encore une fois. Je suis désolé. Il a fait la blague. C'est je pas ta faute. Je vais essayer de me coller un peu plus. C'est 0% de ta faute. Si je me colle un peu plus. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on parle pas beaucoup de Benoît Hamon. On vient en parler de Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous avez avec Benoît Hamon là? Non, mais dans les médias, j'imagine. En fait, pour le coup, ce à quoi ils font allusion, c'est que il y a, Benoît Hamon, dès qu'il a été élu à la primaire, même dans son propre camp, s'est fait un peu mettre au banc, quoi. C'est-à-dire qu'on a très vite entendu oui, d'accord, mais il est pas réaliste. Et l'argument, c'est ça, quoi. Il est trop idéaliste, pas assez réaliste. Et donc, je vais aller voir chez Macron, l'herbe a l'air plus verte. Et ce qui déjà suscite pas mal de réactions plutôt émues, ce qui est normal de voir beaucoup de gens du Parti Socialiste censés quand même pas mettre de but contre leur camp. Et je pensais qu'ils étaient de gauche. Bon, heureusement, on n'en est plus là. Hein. Ça n'a pas surpris tout le monde. Je pense que j'ai l'impression que là, du coup, ça a été une bonne réaction à chaud. Et du coup, qui d'après vous joue le plus de ce discours de moi j'ai la réalité et tous les autres sont des idéalistes? Est-ce qu'il y a des gens qui au contraire ont surfé sur le côté bah ouais je suis idéaliste et je vous emmerde parce que peut-être que ce sont les rêves qui façonnent la vie? Vas-y. Poutou, on n'est pas couché, il a dit oui, mon projet est utopiste. Par exemple, il l'a vendu cash comme ça. Par contre, typiquement, ceux qui vont dire on est dans la réalité, c'est ceux qui défendent le néolibéralisme parce que c'est exactement le climat économique porteur en fait. Enfin, celui qui est là, celui qu'on a envie de revoir plus tard. Alors moi j'en ai pas envie, mais il y en a beaucoup qui a priori en ont envie. Donc forcément tout ce qui est du Macron, ça va être très réaliste. Alors pour moi il y a quand même pas mal de choses discutables, surtout du discutable. Et au contraire tout ce qui va s'en éloigner, ça va être de plus en plus utopiste. Typiquement. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi son projet? C'est sa vision. C'est ça. En fait, je suis frustrée qu'on oppose, et quand je dis on, c'est général, c'est pas autour de cette table évidemment, mais c'est qu'on oppose sans arrêt idéalisme et réalisme. En fait, moi ce que j'aimerais dans un moment de campagne présidentielle, c'est que les projets soient idéalistes dans la façon dont on les pense et dont on les projette, et ensuite les gouvernants s'appliquent un principe de réalité au moment de gouverner. Je vais vous donner un exemple concret de ce que j'avance. Moi je suis écologiste à la base, je soutiens énormément les Verts. Et quand les Verts ont fait un accord pour gouverner, j'étais très contente qu'enfin ils fassent des concessions pour pouvoir exercer le pouvoir. On ça à tout bout de champ. Hein. Comment? Ils font ça à tout bout de champ. En fait, toujours un ou deux pour se coucher pour aller voir. Oui, j'ai l'impression que c'est pas leur premier rodéo. Au moment où on leur a proposé le ministère de la transition énergétique, enfin les clés pour faire ça, effectivement c'était contraint et ça impliquait beaucoup de concessions et de compromis parce que ils n'étaient pas en capacité de faire exactement ce qu'ils voulaient, mais ils avaient accès au pouvoir et pour une fois c'était pas le ministère de l'écologie et des papillons. Et à ce moment-là, schisme, démission, etc., etc. Donc en fait moi en tant qu'électrice aujourd'hui, je ne veux même plus faire confiance à ce parti-là parce que je me dis
c'est même pas idéaliste ce que vous proposez, parce que par exemple, nulle trace de véganisme ou d'affronter directement les lobbies de l'industrie agroalimentaire dans vos programmes, donc ça manque clairement d'ambition à ce niveau-là. Et en plus, vous n'avez pas non plus de principe de réalité derrière quand vous avez la possibilité d'accéder aux responsabilités. Donc en fait, qu'est-ce que vous me vendez, sinon juste un discours d'opposition que je trouve de plus en plus stérile en fait. J'aurais dire un truc sur le principe de réalité. C'est que c'est quand même largement du gros bullshit. Le principe de réalité, c'est d'accepter le rapport de force avec le capital tel qu'il est maintenant. C'est juste ça le principe de réalité, c'est-à-dire un principe de non-lutte. C'est l'existant, quoi. Aujourd'hui, Hamon, quand il défend son revenu de base, dont on sait qu'il n'est pas très ambitieux, moi ça... Chaque jour de moins en moins d'ailleurs. Voilà, chaque jour de moins en moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont il le défend. Il le défend parce qu'il est attaqué là-dessus. Il prend beaucoup de temps à parler du financement du revenu de base. Et finalement, dans sa défense même, on perd tout ce qui est intéressant dans le revenu de base, pour moi, à savoir le potentiel émancipatoire du truc. Alors, il est là, il se laisse enfermer dans ces questions de financement qui n'ont aucun intérêt. Je veux dire, pour nous, telles quelles, elles n'ont aucun intérêt. Quand on a voulu faire la sécurité sociale, on l'a fait en 6 mois, c'était plié. C'était le projet le plus ambitieux du monde. Quand on veut faire des trucs ambitieux, il n'y a pas ceux qui râlent en face, c'est pas à cause de bon sens ou de sens du réel, c'est ils combattent politiquement une question de la répartition de la richesse. Donc ne nous laissons pas enfermer dans leur truc de eux ils sont réalistes, ça c'est des questions pragmatiques. Non, c'est pas des questions pragmatiques, c'est des questions politiques. Ils sont en train de nous dire on vous laissera pas faire économiquement. Donc si on veut conquérir des trucs, il faut être vénère. Je te parle de la distinction entre tout ou rien. C'est-à-dire que, encore un exemple, pendant le quinquennat, effectivement, je suis pas satisfaite de à l'arrivée, les promesses qui ont pas été tenues, notamment sur la PMA pour toutes et compagnie. Mais en fait, fondamentalement, les droits des femmes ont progressé pendant le quinquennat. Donc je dirais pas que le bilan est négatif. Je dirais pas non plus que j'en suis satisfaite. Je me placerai quelque part entre les deux. Et c'est ça que j'entends par principe de réalité. Je suis pas du tout dans le... Enfin, je n'ai pas envie de te contredire parce que je suis d'accord avec toi sur le fond, complètement. Souvent, le réel, c'est juste les réalités économiques. Et donc, ne pas changer le rapport de force avec le capital. C'est tout. Oui, Julien ? Point, je pense aussi d'idéaux. Enfin, c'est idiot, mais dans un projet politique, si on n'a pas d'idéaux, on n'a pas de projet politique, en fait. Et ceux qui prétendent ne pas être idéalistes se trompent. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme Marine Le Pen, elle a des idéaux qui sont... Je crois que ton micro est en train de mourir, mais vraiment, il est au bout de sa vie. Prends celui d'à côté. Je suis désolé. C'est pas grave. Merveilleux. Moi, ça marche. D'accord. Voilà, donc on a besoin d'idéaux et on a besoin de ces idéaux-là pour travailler à construire une société, puisque c'est ça le travail du politique, c'est comment on fait société ensemble. Si on n'a pas d'idéaux à porter, on fait quoi ? Effectivement, on gère le quotidien, mais on ne le change pas. Pour changer le quotidien, il faut se dire, ok, c'est quoi mon idéal ? C'est quoi mon horizon que je vise ? Et ça me fait penser à une analogie qu'avait fait, un rapprochement qu'avait fait Christiane Taubira dans une interview sur France Culture il y a quelques semaines, où elle rapprochait poétique et politique. C'est-à-dire qu'une politique sans poésie, sans poétique, ça n'avait pas de sens. Et c'est une évidence, en fait. On a besoin de cette portée-là. Parce que la politique nous porte dans ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vit ensemble ? Et après, viennent les principes de réalité sur comment, mais je suis tout à fait d'accord, sur le revenu universel. C'est absurde d'avoir en permanence cette question sur combien ça coûte, comment vous allez le financer. Mais putain, à quoi ça sert ? Qui pose cette question-là ? Qu'est-ce que c'est que décorréler l'emploi du salaire ? Qu'est-ce que ça raconte socialement ? Quel journaliste a posé cette question-là sur un plateau de télévision à Benoît Hamon ? Mais c'est inouï de ne pas l'entendre. Oui, Clémence. Ouais, je disais juste qu'effectivement, j'ai fait cette interview-là de Donc, c'est une épidémie. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je disais juste qu'effectivement, j'ai fait cette interview-là avec Benoît Hamon à la veille du premier tour de la primaire, où en fait on s'est projeté à horizon 2030, et je lui ai demandé ça comme interview en fait en disant, on dit que vous êtes un architecte, vous me commentez les plans de votre projet, et je m'en fous de savoir où est-ce qu'on va trouver de l'acajou en cette saison pour les boiseries du 2e étage. Ça n'est pas la question. On parle d'un projet. Attends, c'est lui qui a dit ça ? Non, c'est moi. Ah oui, c'est toi, ouais. Parce que le mec, clairement, il est parti chercher du bois, il est revenu avec 3 brindilles. Il a fait, je crois qu'on peut faire une cabane avec, pour une souris. Romain. Il y a aussi, moi je trouve que le fonds de commerce de la droite, par exemple, c'est beaucoup le pragmatisme, la réalité, le réalisme, le fait qu'il faut être dans le concret, dans le réel, il faut donner un remède de cheval à ce pays qui va mal, qui va dans le mur, bien évidemment, toujours en faisant du relativisme sur des pays qu'on prend sur des points donnés, mais qu'on ne compare pas sur d'autres points, typiquement de la critique économique sans la corréler à de la critique sociale, puisque c'est quand même assez important. Typiquement, quand on va dire qu'Obama il a sauvé l'industrie de l'automobile, on ne va pas dire que les inégalités entre riches et pauvres ont fondu. Oui, c'est augmenté, je dirais plutôt. Et
Même à droite, il y a des idéaux, par exemple. À droite, il se revendique beaucoup du réalisme et du pragmatisme, mais il y a des idéaux. Quand Bruno Le Maire se pointe aux primaires de la droite et lui, un de ses fers de lance, c'est de supprimer le contrat de travail, ça en dit long sur la vision qu'il a de la société, par exemple. Le capitalisme, c'est un idéal. Voilà. Oui, c'est ça en fait. Et ce n'est pas... Ah, bah on n'a plus rien. Tout est mort. Ça va? Qu'est-ce qui... Ça va, c'est revenu? Ah d'accord, on redémarre. En fait, on a des micros qui fonctionnent sous... On a des micros qui... Voilà. Qu'est-ce que... Je passe sous un tunnel, je crois, mais en fait, sans passer sous un tunnel, ce qui est assez ouf. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui... Oh voilà. En fait, il faut parler très fort. Donc, alors... Oui, la politique, alors... oui. Ça va pas. Bah, c'est pas très bien, quand même. Vous trouvez pas que les gens, ils font des trucs... Ah, putain, même en hurlant, en fait, le truc, il saute. On va pouvoir... mimer. Oui, le mien marche, donc si... Alors, on parlait de réalisme, etc. Et je voulais juste réagir, en fait, justement, sur... Oui. Comme je suis la seule à avoir un micro qui fonctionne, j'en profite. En fait, je sais pas si c'est nouveau, ce truc, c'est plus une question que je pose. Je sais pas si c'est nouveau, ce truc d'opposer réalisme et idéalisme, c'est complètement utopique ce que vous faites, etc. Mais je pense pas, en fait, parce qu'on parlait, notamment par rapport au projet de revenu universel, j'entends souvent la comparaison qui est faite avec la Sécu, en fait... au moment où on a mis en place la Sécu, on pensait aussi que ce n'était pas réaliste et que ce serait jamais faisable et qu'on pourrait jamais réussir à financer un système de santé pour tous les Français gratuit. Et au final, on l'a fait, en fait. Et c'est pour ça que ce discours, moi, de réalisme, il m'énerve. Parce que, en fait, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si c'est réaliste ou pas. Et donner... Ouais, moi je suis clairement pas objectif sur ce sujet-là, mais clairement j'ai envie qu'on donne sa chance à ce projet-là, en fait. Et ça me saoule de voir que, en fait, c'est une autre question. Mais, oui. Mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire du mouvement social, c'est un jour il y a des gens qui vont dire, faudrait peut-être arrêter de faire travailler les enfants. Et les autres ils vont dire, mais c'est pas réaliste. Comment on va faire? Nos entreprises elles vont couler. Ça s'est exactement passé comme ça. Toutes les avancées qu'on a faites, Toujours. elles étaient considérées comme irréalistes au départ, et finalement elles ont été réalisées par la suite. Donc pour moi cet argument-là, il est pas valide de base, en fait. C'est ça. Est-ce que non, j'ai un micro. Est-ce que Quoi c'est pas nous-mêmes Vas-y. Moi j'ai un micro. Est-ce que c'est pas nous-mêmes aussi qui manquons d'idéalisme? Je parle encore une fois au global, pas spécifiquement autour de la table, mais juste j'entends énormément ce discours autour de moi de son la politique ça sert à rien, voter ça sert à rien, s'engager, militer ça sert à rien, de toute façon c'est les lobbies qui contrôlent tout, etc., etc. Ce qui est un discours que je trouve personnellement défaitiste. Je comprends parce que voilà, je suis aussi témoin de plein de choses, en plus en suivant l'actualité comme je le fais. Mais est-ce que c'est pas au départ nous-mêmes qui manquons un peu d'idéalisme pour pouvoir encourager l'ambition entre nous déjà pour commencer? Bien sûr, moi je trouve pas que le projet de revenu de base soit très idéaliste et qui nous fasse vraiment beaucoup progresser. On réclame quoi avec le revenu de base? Le droit de se retirer de la production, là où ce qu'il faudrait faire c'est en prendre possession. Donc on voit bien que nous-mêmes on manque d'horizon parce qu'on n'a pas tellement cultivé à gauche la culture ambitieuse de comment on transforme la société. Pour moi le revenu de base ça transforme pas plus la société que le RMI. Ça va juste combattre la pauvreté. Voilà. Mais ça ne change pas les rapports de force, ça ne change pas les rapports de classe, les rapports de domination, les rapports de possession, qui possède quoi. C'est ça qu'il va falloir faire. En fait, pour moi, ça questionne aussi justement le rapport que les hommes et les femmes politiques entretiennent aux citoyens tels qu'ils s'en font l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a par exemple des gros problèmes au niveau de la participation au vote, alors sauf la présidentielle qui est une grande exception au milieu de cet abandon, pas généralisé parce que c'est une caricature, mais qui est fort en fait. Et est-ce que ce discours de réalisme n'est pas ce que les hommes et les femmes politiques s'imaginent, veulent entendre les citoyens en fait, et donc ils s'acharnent dans cette espèce d'impasse, ça ne marche pas en fait, ça ne change rien, parce qu'ils n'ont pas justement l'idée de se dire et si on essayait autre chose en fait. Est-ce que ça ne marcherait pas mieux pour attirer l'attention de nos citoyens, de nos électeurs en fait? Je teste juste si le micro remarche, il ressaute un petit peu. C'est la grande force de Benoît Hamon, c'est qu'il est allé choper le revenu de base qui traînait en fait dans les milieux qui s'intéressaient aux questions économiques, machin. Il a chopé ça justement d'en bas pour le faire remonter et s'en servir après. Il a capitalisé dessus électoralement. Il y a plein de gens qui l'ont pas vu venir. Moi, quand j'ai vu qu'il prenait le revenu de base et j'ai fait, c'est bon, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent se sentir écoutés parce qu'il a récupéré une proposition qui venait de la société civile et qu'il l'a portée sur le champ politique. Pour autant, bon, après, moi, j'aurais pas pris celle-là, j'aurais fait autrement, mais ça, c'était significatif, ouais. Et c'est bien joué, c'est un bon coup.
Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui ont utilisé, on va migrer un peu de cette question du réalisme, mais est-ce qu'il y a d'autres candidats qui ont fait ça avec d'autres postures, peut-être d'autres idées qu'ils n'avaient pas retirées, enfin qui n'avaient pas été vues avant, un peu un truc un peu frais, quoi, parce que quand Benoît Hamon s'empare du revenu universel, tu as l'impression que c'est effectivement assez cool, assez frais, tendre et moelleux à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres politiques qui ont fait ça pour une question de posture? Même tout court, je serais curieuse de savoir si vous avez repéré des nouveautés dans le discours politique. Moi, j'en suis à ma 4e campagne présidentielle que je suis avec intérêt et attention. Et je suis un peu désespérée j'entends toujours la même chose. Les mêmes candidats, vraiment les mêmes candidats, déjà de base. Ensuite, les mêmes discours. Ensuite, les mêmes débats. C'est assez déprimant. Romain? Eh ben, c'est pour toi, c'est cadeau. Oh, pardon. Non, il n'y a rien de neuf. Enfin, voilà, il y a rien de neuf. Ok, merci. Mais comment ça se fait? En Le monde évolue tellement. En fait, il y a des gens qui arrivent avec, a priori, ils disent du neuf. En fait, c'est du neuf, pas du tout, pas neuf. Alors, il y a Macron, bon, ça c'est le cas obvious. Oui, j'ai plein de grandes idées, je vais sauver la France. 40% de son programme, c'est du programme de Hollande. Donc, ça en dit long déjà sur le bonhomme. Et puis, une bonne partie des propositions, c'est sur la moralisation de la vie politique. C'est une réponse au scandale de Fillon. Donc, c'est pareil. Là, il réagit plus à l'activité, pas l'activité, à l'actualité. Que proposer une vision et un projet, je pense. Mais sinon, moi je pense à Ramayad, qui se pointe à On n'est pas couché, et qui nous parle de la ruralité, la France des territoires, les abandonnés de la République et tout ça. Et après, on regarde le projet. Effectivement, le projet, c'est du sarkozysme, en fait. Enfin, elle se dit centriste, mais c'est du projet très libéraliste. Enfin, c'est très libéral. Supprimer les 35 heures, supprimer les cotisations patronales ou les alléger très largement, donc tout foutre du pognon à balle aux entreprises et les oublier, on espère que les actionnaires vont leur filer du boulot. Et je pense moi qu'une des questions charnières et une des mutations charnières, la mutation elle vient d'Internet tout simplement. Ouais. Aujourd'hui on peut faire des contre-discours, on en fait beaucoup sur nos chaînes YouTube, on en fait beaucoup aussi sur les réseaux de manière générale. Aujourd'hui les journalistes ça leur coûte beaucoup moins cher je pense de faire fuiter des choses sur Internet tout simplement parce que déjà il n'y a plus trop le coût du papier, on peut réagir plus facilement, plus rapidement à de l'actualité. Et par contre la classe politique elle n'a pas été renouvelée. La classe politique est en train de découvrir que YouTube existe par exemple. Il y en a un qui l'a découvert, les autres sont en train de lui courir après parce qu'ils se sont rendus compte qu'il a 200 000 abonnés plus et que quand même ça fait chier. Mais il y a des partis qui font campagne par contre sur Internet. l'UPR typiquement. Il est à combien Philippot déjà en abonnés? Ah je sais pas Philippot, j'ai pas été checké. Je peux dire que Michel Liomari a essayé, elle en a 70. Ça marche pas bien. Mais là c'est parce qu'elle propose rien de neuf encore une fois. Ouais. Et d'ailleurs il y a aussi un truc, c'est sur le nombre de candidats. On dit qu'on voit tout le temps les mêmes. En fait on voit tout le temps les mêmes dans les médias parce qu'en fait je crois qu'il y a jamais eu autant de candidats en fait qui se sont déclarés aux élections. Il y en a un nombre incroyable. Enfin qui sait que Guénaud s'est présenté. Guénaud qui a été faire un live à Mediapart pour défendre sa candidature. Ramayad qui va sûrement avoir ses signatures. Je pense qu'elle avait la moitié durant les premiers jours. Donc je pense qu'elle aura le reste. Après avoir... Il y a qui d'autre? Il y a Asselineau, là tout le monde découvre qu'il existe. Moi dans mes commentaires YouTube ça fait déjà un moment que j'ai découvert qu'ils existent parce qu'ils spamment à balle sur tous les réseaux parce qu'ils font beaucoup de campagnes sur Internet. Mais ça a priori personne ne s'en était rendu compte en dehors d'Internet. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait c'est quand même encore un peu cloisonné, Internet et le reste. Et il y a quelques petits candidats comme ça. Alors on dit souvent d'ailleurs il y a beaucoup de candidats à gauche, mais je crois que pour cette élection-là il y aura presque peut-être même plus de candidats à droite. Puisque déjà Ramayad, Asselineau, Le Pen je la mets avec Fillon à droite, je mets tout le monde, pour moi c'est la même chose, droite, extrême droite, il y a quand même un continuum plus qu'autre chose. Macron pour moi je le mets à droite aussi, parce qu'il défend un projet qui est de la continuité de ce qu'a fait Hollande et de ce qu'a fait Sarkozy juste avant. Guénaud, Michel Liomari qui s'est déclaré, elle les aura pas, elle avait 8 signatures. La première semaine je pense que c'est plié pour elle, parce que pour récupérer 492 ça va être en 10 jours, ça va être un peu compliqué. C'est en d'axe. Mais il y a Dupont-Aignan. Il y a quelques-uns, quand même, ils sont quand même quelques-uns, et c'est vrai que dans les médias, par contre, il y en a 5, on en retient 5. Il y a eu d'ailleurs, je crois, une problématique qui a été soulevée, c'est que TF1 voulait organiser un débat avec les 5 plus gros dans les sondages. Oui. C'est que déjà ça biaise en fait. Mais du coup, par rapport à ça, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a Vox, je ne sais pas si vous connaissez Vox, ils organisent un débat, en fait, justement, avec tous les petits candidats, je crois que c'est lundi soir, le 13, avec tous les petits candidats, et il y en a une que tu n'as pas citée, par exemple Charlotte Marchandise, je voulais en parler. Ouais. qui est en fait la candidate de la primaire.org, qui a été désignée par une primaire citoyenne sur Internet, et pour le coup, tout est passé par Internet, et c'est vraiment, elle est issue de la société civile, elle est complètement hors parti, pour le coup, vraiment.
Et je sais pas, moi, ces candidats-là, qu'on les entende pas parler dans les médias en général, je trouve ça gênant en fait. Vous avez suivi un peu cette primaire citoyenne, parce que personnellement, je ne suis pas senti extrêmement intégré au machin. Oui. Et comment ça fonctionne exactement? Parce que déjà, en fait, c'est très très fort de se dire primaire citoyenne, parce que ça sous-entend que toutes les autres primaires ne sont pas populaires en fait. Elles sont pas citoyennes. Ça veut dire qu'elles lavent plus blanc que les autres, quoi. Et en fait, là, le concept, c'était que tout un chacun pouvait se présenter. Je veux dire, les autres primaires, généralement, ce sont des cadors, des partis qui vont se présenter et on vote pour les quelques gros piliers d'un parti. Là, toi, peu importe, en fait, on pouvait tous se présenter à la base et ça marchait, donc c'était en plusieurs étapes. Tu avais une première étape où, en fait, il fallait réunir un certain nombre de soutiens, ils appelaient ça des soutiens. Donc, en fait, tu poses ta candidature sur le site internet et tu as, je sais plus, quelques semaines pour réunir 500 soutiens citoyens. Après ces quelques semaines, on voit qui a atteint les 500 soutiens citoyens. Ils étaient, je crois, à 16 candidats. 16 personnes avaient réussi à obtenir les 500 soutiens citoyens. Et parmi ces 16-là, on organise un vote. Et ils ont fait un vote à ce qu'ils appellent, donc c'est le vote jugement majoritaire. Sur la base de leur programme, c'est-à-dire qu'il y avait des idées accrochées entre guillemets à chaque candidat. Donc chaque candidat en fait à la base propose un programme. Oui, c'est pas un concours de popularité, c'est un. Non, c'est vraiment il propose tout. En fait, tu vas sur le site et tu as de la liste de tous les candidats avec qui propose quoi. Ils expliquent vraiment leurs idées. Alors il y en a qui le font plus ou moins bien et je pense justement que c'est ceux qui l'ont bien fait qui ont réussi en fait. Parce qu'évidemment, si ton programme il tient en 3 lignes, il y a peu de chances que tu arrives à convaincre. Il se trouve qu'il y en a 16 qui ont réussi à convaincre suffisamment pour pouvoir participer au vrai premier tour de la primaire, qui était donc une primaire donc un vote à jugement majoritaire. Et en gros, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, tu votes pas sur les 16 candidats. On t'envoie 5... on fait un espèce de tirage au sort. On envoie à tous les votants un pool de 5 candidats et on demande de les noter, en fait, sur très bien, bien, assez bien, à rejeter. Je sais plus exactement les niveaux, mais en gros, voilà. Et en fait, après, on fait une moyenne de cette note. Et c'est le candidat qui a obtenu la meilleure note qui remporte la primaire. Et donc en fait on a fait ça et donc il y a eu la première phase où ils étaient 16 et je crois qu'après ils ont réduit encore à 5 et ensuite c'est Charlotte Marchandise qui l'a remporté. Ouais. Et en fait là ils sont en train de je sais si ça vous intéresse comme concept, ils sont en train de le renouveler parce qu'ils le lancent pour les législatives aussi. Ils sont en train d'essayer d'organiser 577 primaires citoyennes. Donc vous pouvez tous vous présenter pour être député. Voilà. Donc en fait dans ce cadre-là, seulement les circonscriptions où il y aura au moins 300 citoyens qui seront inscrits pourront vraiment organiser leur primaire. Ok. J'en avais pas du tout entendu parler. Vous étiez au parfum de ça? Publipamolze.com, hein, parce que Esther en a parlé. Pas tout le temps. Plusieurs fois. Ouais, ça m'intéresse vachement, ça va être les nouveaux trucs à réfléchir en fait dans les prochaines années parce que moi je trouve ça intéressant. Pour autant ça pose plein de limites, ça pose plein de nouvelles questions. Qu'est-ce que c'est qu'un truc citoyen? Alors est-ce que c'est un truc ni de gauche ni de droite? Est-ce que c'est comment on calibre ça? En effet, ça pose des questions vachement intéressantes sur les modes de scrutin parce qu'ils renouvellent les formes de modes de scrutin en faisant du coup une critique. Qui organise ça exactement plus? Alors ça en fait ça a été lancé par un mec qui s'appelle David Guez et un associé à lui qui sont... Je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais il a bossé. Il est entrepreneur en fait. Tiens. Social. J'imagine qu'il est entrepreneur social. Honnêtement, je sais plus exactement ce qu'il a fait avant, mais en tout cas, il s'est retrouvé à un moment dans sa carrière à se dire, en fait, il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là, et il a monté ça, mais clairement, il se rémunère pas sur ce projet-là et il fait tout ça bénévolement avec une petite équipe, quoi. Donc. Non, mais moi, ça rejoint plus parce que voilà, il y a un autre terme, j'en ai parlé un peu dans quelques vidéos de l'ère de la campagne sur la société civile. Je me méfie à fond de ces trucs de citoyens, on va impliquer la société civile. Quand Macron veut le faire, on voit très bien ce que ça veut dire, sa société civile, c'est les entrepreneurs qui jusque-là rentraient pas dans les partis ou discrètement. Il y en a plein qui sont rentrés dans les partis. Serge Dassault, des mecs comme ça, bon, il y en a qui ont compris. Et les partis sont déjà largement composés d'entrepreneurs par rapport à la population globale. Ouais. La proportion d'entrepreneurs dans les partis est plus importante que dans la population globale. Mais j'ai l'impression que les primaires citoyennes vont rejouer ce truc-là. C'est-à-dire qui va prendre la parole? Ceux qui sont déjà habitués à la prendre. Qui va prendre les initiatives? Ceux qui sont habitués à prendre des initiatives. Et on va jamais avoir... au mieux, on aura des petits profs gentils. Voilà.
Non, je suis d'accord, ça pose la question de l'éducation populaire en fait pour moi. Ça pose la Exactement. question de comment est-ce qu'on... Parce que moi c'est quelque chose qui je pense est important que le citoyen reprenne la main d'une manière ou d'une autre, mais comment on fait en sorte que le citoyen ait envie de reprendre la main en fait, parce que toutes ces initiatives elles existent, mais effectivement c'est toujours les mêmes qui y participent. C'est pas, oui, alors qu'ils aient envie, oui, qu'ils aient moins, oui, enfin. Qu'ils aient les moyens, non mais. C'est ça, mais il va falloir aussi dire aux autres de fermer leur gueule aussi à un moment. Il va falloir faire des dispositifs spécifiques, tu vois, je pense. Pas juste dire les pauvres ils ont pas envie, ils ont envie au fond mais ils se sentent pas capables et c'est ça le vrai problème. Oui mais c'est bien pour ça que je parle d'éducation populaire. Ouais, exactement. Parce que c'est des problématiques qu'on a vraiment au quotidien sur internet ça. Ouais. En fait, les gens qui prennent la parole sont souvent des gens qui sont davantage prédisposés à prendre la parole. Alors juste avant de passer à la suite, une question de Gigi qui demande est-ce que la maman de David Guez c'est la mère Guez? Je voulais vous en faire profiter et voilà, c'est tout. Je voulais juste intervenir là-dessus. Ok, donc pour la primaire citoyenne, voir effectivement qui est derrière ces mouvements-là, qu'est-ce que ça implique comme question notamment de représentativité. Romain. Qui s'en empare plutôt que qui s'en empare, derrière, ouais. Qui s'en empare. Par contre, ce nouveau mode de suffrage, ça met au panier quelque chose qui est mis en étendard à chaque fois qu'il y a une élection, c'est le vote utile. Parce que du coup, c'est plus du vote exclusif. Ils ont pu dire machin, pourquoi tu te présentes, tu fais de l'ombre à truc. Typiquement, ce qui se passe avec Mélenchon à Montjadot. Vous faites de l'ombre, vous marchez sur les plates-bandes, alors que votre projet il est similaire. Voilà, dans ce cas-là, si le projet est similaire, ils ont une note qui sera similaire. Et ça n'enlève strictement rien à l'un ni à l'autre. Ouais. Et justement, ça pourra, ce sera, quand je dis vote utile, on pourra dire mais attention, il y a Marine Le Pen, il faut forcément voter le plus, donc il faut voter Macron, parce que sinon vous comprenez pas. Et je pense que ça joue beaucoup avec le réalisme en fait, parce que dans le réalisme, il y a une part de vote utile. C'est-à-dire il y a de votes raisonnés. Non, mais votez pas tous du Pontagnan parce que sinon quand même on va être emmerdé. Et c'est ça aussi. Il y a ça aussi un peu derrière. Et je pense qu'un gars comme Poutou par exemple, quand chie à chaque fois pour avoir ses parrainages et pour avoir son petit pourcent, si jamais on passait sur un système comme ça, il se rapprocherait vachement plus en termes de score d'un Mélenchon et d'un Hamon qu'avec le système actuel. Je pense que c'est aussi la problématique posée par les sondages dont on est en ce moment abreuvé, je pense pouvoir dire, dans les médias. Et effectivement, on a... Effectivement, je pense qu'on a pour moi, c'est un problème en fait. Il faut vraiment se poser la question des sondages et de leur utilité, quel est leur objectif en fait. Pourquoi présente-t-on ces sondages? Et est-ce que justement ils influencent pas énormément en fait les votes de chaque citoyen? Parce que je trouve que ça instrumentalise énormément en fait le vote de chaque électeur. Non, mais on est d'accord, les sondages n'ont pas de sens. Il y a déjà toute une littérature là-dessus. Ouais, maintenant, il faudrait légiférer, quoi. Je pense que non, mais c'est clair. C'est un ramassis d'images du futur fausses qui nous font prendre des décisions au présent tout autant fausses. Vraiment, c'est terrifiant de bêtises d'utiliser. Surtout que c'est fait. Alors, les instituts de sondage sont des gens très bien. Ils font ils ne font que leur travail. Voilà. Non, mais il y en a qui le salopent un peu. C'est quand même compliqué. La façon dont sont faits les sondages, c'est très compliqué de donner de la validité à ces études d'opinion qui étudient des opinions qui n'ont pas d'avis avant qu'on leur demande leur avis. Mais je parle de n'importe qui. Hein, mais... Ce que je comprends pas en fait, c'est qu'on continue les utiliser alors qu'on a vu durant les dernières élections en fait que ça n'avait rien donné. On a Fillon, on l'a pas vu venir, Hamon, on l'a pas vu venir. Les sondages ne nous disent plus la vérité et on continue de se fier à eux en fait. Moi c'est ça que je comprends pas en fait. Je pense qu'il y a besoin de sondages dans les rédactions, sinon ça va pas. Ils se font chier, ils savent plus sur quoi parler, ils comprennent pas les gens, donc ils ont besoin d'un espèce d'outil pour comprendre les gens. Pour eux, c'est les sondages. Le problème, c'est que la politique, c'est de la croyance, c'est des sommes de croyances, et que les sondages ne font pas que refléter les croyances, ils en créent. Et donc il y a un jeu pervers là qui se crée avec qui commande les sondages, lesquels, pourquoi, quand, lesquels les publient. Tu peux complètement contrôler une opinion, alors pas en mode puppet master, moi je suis au-dessus, je contrôle tout, mais essayer d'influer dessus. C'est Sarkozy qui avait tout à fait compris ça et qui commandait lui-même plein de sondages sur les questions qui l'intéressaient. Ouais. Que les politiques aient besoin de sondages, ça me choque pas, ça me gêne pas à la limite. Comme les gens de marketing ont besoin de sondages, ils ont besoin d'études de comportement pour vendre ce qu'ils ont à vendre. Okay. Des études de marché en fait. Voilà, ça fait partie de leur business. Mais du côté éditorial, ça m'interroge vraiment en fait. Il faut arriver à accepter l'incertitude on va pas savoir le résultat de ce truc-là. Et c'est pas grave, on va essayer de construire comme on peut, avec ce qu'on a, avec ce qu'on sent du terrain. Ça pourrait être pire, il pourrait faire ça avec des commentaires YouTube.
On est content qu'ils le fassent pas. Mais c'est vrai que ça fait quand même depuis la Grèce antique qu'on sait que les sondages et les prédictions comme ça, en général, ça mène à rien de bien. Et c'est très étonnant. Sophrès à la Grèce à cette époque-là, n'était pas. C'était pas aussi pertinent. C'était une meuf qui fumait dans une ville et tout le monde est très content comme ça. Mais c'est vrai que c'était quand même assez étrange. Ouais, Romain. Est-ce que c'est pas aussi une forme de tribunal populaire en fait? Parce que quand on regarde les scandales de Fillon qui s'accumulent, parce qu'on en a tous les 2 jours, c'est hyper drôle, on s'amuse, et qu'on dit regardez, il a perdu 2 points dans les sondages, quand est-ce que Juppé sort du placard? Et ben en fait c'est une forme de tribunal populaire. On dit regardez, t'as perdu en légitimité dans l'opinion, et il faut que tu cèdes ta place. Donc le sondage est un outil qui peut s'apparenter parfois au tribunal. Bien sûr, c'est complètement illusoire, hein, mais. T'as ce côté-là, et puis t'as aussi le fait que ça puisse. Faire infléchir un sondage, en fait, effectivement, ça crée des réalités et ça crée des croyances. Ça crée des croyances et en fait, ces croyances ne sortent pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est pas une résultante de quelque chose qui est complètement variable, qui pop comme ça depuis nulle part. C'est souvent des croyances qui sont quand même assez orientées. Ça se voit dès que Valeurs Actuelles fait un sondage, c'est une source de gaudriole permanente. Et on voit que quand même l'orientation dans un sondage existe et est forte et très lourde et ça aussi c'est un élément de langage et d'existence et d'expression de l'élection présidentielle dont on pensait que ça aurait pu être ruiné. Mais alors qu'est-ce qui peut remplacer potentiellement les sondages? Mais rien. On s'en bat les couilles. Il n'y a pas besoin de les remplacer, en fait. Ça serait plutôt ça la problématique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de les remplacer ou pas? Ou est-ce que c'est juste un parasite, entre guillemets, pour chaque citoyen, pour réfléchir à ses propres envies, à ce qui lui parle et à faire entendre sa propre voix, en fait, plutôt que de chercher à s'identifier à quelque chose. Ouais. Je pense qu'il y a une forme de paresse dans notre rapport au sondage. Je vais parler pour les individus. Dans le fait de se dire je regarde est-ce que les autres pensent comme moi ou pas, si je suis minoritaire je vais avoir tendance à me mobiliser pour faire entendre, pour essayer de faire basculer la dynamique en ma faveur. Par contre si je suis majoritaire ou si globalement je m'en fous un peu de savoir dans quel sens le vent va partir, ça me permet de me désintéresser complètement des élections et des débats en cours. Donc ouais, je trouve qu'il y a une forme de déresponsabilisation et presque de fainéantise dans notre rapport personnel individuel au sondage. Ouais, surtout chez les journalistes, je trouve. Je dis ça aux bonnes tables, moi. Non, mais c'est vrai, chez les journalistes, déjà, il y a un rapport de on a des sondages, donc en effet, pas besoin de faire de terrain, pas besoin de faire de trucs. On a déjà. Mais le pire, c'est qu'ils le font aussi, le terrain. Mais... Oui, on parle pas forcément des mêmes journalistes, mais ceux en effet qu'on voit le plus sur les plateaux et qui pérorent et qui, eux, d'ailleurs, en fait, ceux qui mobilisent le plus les sondages au jour le jour. C'est pas le petit journaliste de Ouest France qui va faire des trucs, machin. Non, mais ceux qui, en effet, les éditorialistes, les machins, les Routel Krief, c'est leur dose première le matin. Complètement journaliste quand même, Routel Krief. Non, bah si, elle va te le dire que si, elle. Oui, mais je peux dire que je suis champion de golf, mais c'est pas pour autant que je suis. D'ailleurs, elle dit même que, t'as vu l'interview dans les Inrocks, là où elle s'est posée dans un café. Non, j'évite de lire les interviews de Routel Krief. Mais... Bon, bah t'as tort, c'est intéressant. Parce que quand elle fait ses relances un peu pourries, genre mais l'écologie c'est un truc de bobo, elle est persuadée de faire remonter des choses que je pense les Français. Et tout ce qu'elle sait de ce que pensent les Français, en fait, lui viennent de ces sondages. Et donc des sondages dont les questions ont été formulées par des gens assez loin des préoccupations des Français. Parce que moi je peux t'en formuler des sondages de gauche, imaginez, plutôt que de faire sur l'abstention, on demande aux abstentionnistes quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous abstenez. Et là, en top 1, on verrait la corruption des élus, top 2, mauvaise représentation des classes populaires, top 3, critique des modes d'élection. Et on comprendrait que c'est pas un trou sans fond, l'abstention, c'est des gens qui pensent aussi. Mais ça, tu le verras pas dans un journal, ce genre de sondage, parce que, ou en tout cas une fois de temps en temps, pas une fois tous les matins, comme tu as le sondage sur... voilà. Donc on peut imaginer d'autres formes de sondage aussi. Ouais. Vous voulez rebondir là-dessus ? Un dernier truc là-dessus, c'est que les sondages, en plus de ça, ont une valeur normative terrifiante. C'est-à-dire qu'ils aplatissent complètement la réalité. Puisqu'on a 60 millions de Français qui sont réduits à 4, 5, 6 catégories. Or, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité d'avis, de pourquoi, si on prend l'exemple de pourquoi je vais m'abstenir de voter, il y a plein d'explications possibles et plein de vécus qui vont raconter ça, qui sont passionnants tous, et qui vont composer une diversité de réponses qui sera jamais rendue dans aucun sondage, en fait. Bien sûr. Mais dénoncez-vous les gens qui répondent au sondage, parce que vraiment, moi, j'ai toujours raccroché, ma famille aussi. Enfin, je comprends. Qui sont les gens ? Qui êtes-vous, les gens qui répondaient à ces sondages-là ? Votre avis sur la politique à l'école commune ? Quand on vous demande ça à 8h50 le matin par téléphone, dites-moi qui vous êtes. On vous a déjà appelé pour un sondage ou pas ? Bien sûr. Parce que moi, on m'a appelé pour un sondage. Alors déjà, j'étais à la bourre pour aller à un rendez-vous, donc la personne au téléphone, par ailleurs absolument délicieuse,
dans le sens sympa, me dit oui, on a pour 3 minutes, promis, c'est fait. Et vraiment, le sondage, c'était des questions du style concrètement parlant, vous pensez quoi de la politique étrangère des États-Unis? Et Beaucoup de bien. toi, attends, toi, t'es entre la vaisselle et le départ, sur le point d'envoyer un texto en mode je suis désolé, je suis dans le métro. Et là, elle te demande, vous pensez quoi? Non, c'est pire que ça. Je crois que c'était vraiment entre terrible, passable, bien, ou je suis extrêmement satisfait. Quel est votre avis sur la politique étrangère américaine? Mais attends, tu n'as pas le bagage intellectuel pour ne serait-ce qu'exprimer une nuance. Et du coup, dans ce sondage-là en particulier au téléphone, c'était extrêmement compliqué de pouvoir exprimer quoi que ce soit. Et en fait, à un moment donné, alors ça date, donc je n'ai plus l'anecdote en tête exacte, mais elle me demande, je crois que c'était pour un concert, ça n'avait rien à voir avec la politique, mais c'était vous pensez quoi du retour de Renaud ou un truc comme ça? Et j'ai fait, mais j'ai pas écouté l'album. Et elle fait, ah mais ça rentre pas dans mes cases. et du coup, il y a plein de problèmes comme ça qui sont liés à l'exercice même du sondage. C'est ma grand-mère à qui on avait demandé en 2004 son avis sur la politique agricole commune. D'accord. Voilà, donc c'est dans un sondage. Je peux avoir des œufs gratuits ou pas? C'est compliqué. Pareil, le matin, on te demande est-ce que vous jugez les propositions économiques de Macron crédibles? T'es là. Et donc, du coup, c'est ça ne produit une fausse opinion vachement influencée en fait par les effets d'autorité des gens qui posent les questions et des gens qui répondent en se sentant aussi violentés, tu vois, des questions auxquelles ils n'auraient pas de réponse, machin. Et ils essaient de donner des réponses de bons élèves. Ouais. Donc, ils vont taper sur les réponses qu'aurait pu donner quelqu'un sur le plateau de Pujadas, en fait. Donc il y a un effet de confirmation où les élites qui produisent les opinions retrouvent ces opinions dans l'opinion. Bah oui, forcément, vous les avez produites. C'est ça, c'est deux vases communicants. C'est une boucle. Julien, oui, puis juste, non, ça me fait penser sur le sujet des sondages. Il y a Loïc Blondiot, qui est un sociologue, qui a fait un super boulot il y a quelques années, c'était dans les années 90, qui est disponible sur le web, qui s'appelle Ce que les sondages font à l'opinion publique, et qui est un très bon résumé justement de toutes ces questions-là et de toutes les problématiques liées au sondage. Et il évoque notamment dans ce texte-là les travaux de certains qui cherchent à établir des méthodes qui nous permettraient de faire des réels sondages. Ça veut dire réunir des corpus de gens, les confronter à des experts. Par exemple, plutôt que de t'appeler le matin et de te poser la question sur que pensez-vous de la politique extérieure américaine, réunir des experts, réunir des gens, les présenter à des experts qui vont leur expliquer les différents aspects de la politique américaine, et ensuite les questionner une fois qu'ils ont eu les outils pour pouvoir penser la question, en fait. Mais pas de but en blanc. Ouais, non. Voilà, donc il y a des méthodes et des mécaniques qui ont été pensés pour pouvoir faire des sondages différemment, qui seraient des sondages vraiment qualitatifs. Mais on en est à 12 milliards. Ça prend du temps, et les sondages que nous, on aime, ils prennent 2 lignes, et alors que ce qu'il faudrait, ce serait lire 15 pages de papier universitaire avant de se mettre dans le bain, quoi. Et c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous qui vous marque? Alors, il nous reste à peu près 5 minutes, mais on a le temps. C'est un sujet qui peut être vite expédié. Qu'est-ce qui vous marque, vous, en termes de posture, ou en termes d'éléments de langage, même de physiquement, de posture vraiment physique, d'attitude dans cette élection, qui n'est peut-être pas forcément avant? Ça peut être sur Internet, ça peut être ailleurs, en termes de vocabulaire aussi. Alors moi, ce qui me marque en termes de vocabulaire, c'est la récurrence des termes système et élite, et l'espèce de clivage en fait qu'on voit. Ça marque beaucoup. Ou peuple. Le slogan de Marine Le Pen, c'est au nom du peuple. Et en fait. Oui, moi du coup, je me sens exclu. Hein. Alors, je sais pas en fait ce qu'elle met dans son peuple, mais moi, ça me choque de l'avoir s'emparée de ce terme-là, sachant qu'elle vient d'une famille bourgeoise, et voilà, en fait j'ai l'impression que c'est la rhétorique qui a été mise en place par un grand nombre de candidats de s'opposer, de se montrer comme je vais contre les élites, contre le système en place, je suis hors système, et je ne sais pas lequel en vrai. Parmi tous ceux qui utilisent ce genre de rhétorique, j'arrive même pas à en voir un seul qui soit vraiment hors système, en fait. Enfin, pour moi, Poutou. Mais tu penses que Poutou plus que Nathalie Arthaud? Ah ouais, Nathalie aussi. Nathalie, bien sûr.
Non, mais oui, c'est vrai. Après, moi, c'est vrai que j'ai même du mal avec la rhétorique de Mélenchon, peuple, machin. On sait qui a formulé ça aussi, à quel moment pour répondre à quoi. Et c'est une rhétorique en fait qui a aussi vachement été même mobilisée par De Gaulle à l'époque. Ça correspond tout à fait à l'idée bonapartiste en France d'un rapport direct entre le dirigeant et le peuple. Or, le peuple, en effet, ça n'existe pas. C'est un truc qu'on construit. Il y a des populations, il y a des gens en conflit qui ont des idées différentes, il y a des classes. Si tu dis le peuple, il n'y a plus de classe, c'est génial, quoi. Bon, bah voilà, en effet, je suis assez sceptique sur la surutilisation du mot peuple. Et un peu évoque ce que tu disais tout à l'heure sur la primaire citoyenne, quoi. Et Comment ouais. tu invoques le citoyen. Ou quand des journalistes disent les gens, tu vois, c'est pareil. Ouais. Sur le système, ça date pas d'aujourd'hui du tout. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un gars qui se pointe et qui dit anti-système, il fait ah c'est bien. Puis 2 ans plus tard, on a envie de le virer parce qu'en fait c'est le système. Et puis ah merde, on n'a pas lu le programme, c'était écrit dedans. C'est ça quand même un peu ce qui se passe. Hollande a beaucoup parlé aussi du système quand il a fait sa campagne en 2012. Sarkozy en a beaucoup parlé en 2007. Après moi je sais pas qui en a parlé avant. J'avoue, j'ai pas forcément été aussi loin. Mais moi quand on a préparé la vidéo sur la langue et la politique, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les discours de Hollande en 2012 et de Sarkozy en 2007. Donc et dans l'opposition, bien évidemment. Même Sarkozy en 2012, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent, y compris dans les partis qui ont toujours été au pouvoir. Ce qui est assez drôle, Oui. c'est qu'avant le système, il y avait des candidats un peu, genre Giscard quand il arrive, il est un peu anti-système, mais le système, c'est pas le système, il a un nom, c'est le système gaulliste. On le qualifie. Ouais. Et on voit contre quoi on est. Alors que maintenant c'est abstrait, quoi. C'est une vue de l'esprit, c'est l'autre en fait. Le système, C'est le c'est pas nous. fantasme. On nous prive de notre liberté de choix, même si tel candidat ou tel parti arrive au pouvoir, il pourra rien faire parce que le système va l'en empêcher, etc., etc. J'ai l'impression vraiment de voir un épouvantail. Sacrifiant. C'est le monstre dans le placard. Je sais pas. Il y en a qui sont un Assez peu plus sceptique. précis, qui disent les institutions de la 5ème République. Bon, au moins c'est un peu plus précis, on définit un peu plus. Là, on dit c'est un problème institutionnel. Et puis il y en a, bon, le système, ils ont un truc vachement plus vague. Tu mets ce que tu veux dedans. C'est ça qui est génial avec les notions attrape tout comme ça en fait. Le peuple, le système. Chacun a son peuple, chacun a son système. Il y a une petite vidéo qui avait tourné là-dessus qui comparait, je sais plus, c'était Le Monde.fr qui avait fait un petit truc où ils étaient allés voir une chercheuse pour lui dire regardez, quand Marine Le Pen dit le peuple et quand elle dit le système, elle pense à ce système-là. Quand les autres pensent système, ils pensent à un autre système qui là ne comprend pas les médias mais comprend les élites financières, etc., etc. Chacun a son peuple et son système. Il y a aussi une interview du système sur Slate. Voilà. C'est drôle ça. Du coup, le système a été interviewé pour répondre à ces attaques. Je vous invite à la lire. J'ai pas vu du tout. Ok, bon, on va conclure dans 2 minutes. Je pense que c'était une bonne conclusion aussi parce que c'est vrai que le système, avec tout un nouveau bagage aussi qu'on a vu, notamment la post-vérité, notamment donc la réalité, la bien-pensance qu'on avait évoqué la dernière fois au téléphone, ça captait mal, on avait évoqué quand même. Et tout ça, en fait, du coup, c'est effectivement toute une rhétorique qui arrive vraiment dans cette présidentielle qui est passionnante à voir. Et vraiment, je sais pas, parce que nous, du coup, alors vous n'étiez pas là forcément la dernière fois, mais nous, on s'est vu il y a 4 mois. Et qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans ces 4 derniers mois, quoi? C'est quoi le truc qui t'a le plus fait halluciner, Usul, depuis qu'on s'est vu au téléphone il y a 4 mois dans cette campagne? En fait, ce qui est assez marrant, c'est ce qui est en train de se passer. Tu vois, pour poursuivre la discussion qu'on avait eue la dernière fois, il y avait Hugo Travers, il me semble. Ouais. Et on avait parlé justement de ces idées du vrai, du juste, etc. Et entre-temps, il y a eu l'article de Lordon sur le décodex. Ouais. Et ça a agité pas mal de rédactions, ces histoires de décodex. Bon, moi, je suis un peu comme vous, un peu dans les médias, donc je m'intéresse pas mal à la sphère des médias. Et c'est ça que j'ai vu d'arriver de nouveau. C'est les médias qui, les médias, encore une fois, Oui, certains médias. Jeux vidéo magazine se sont Évidemment. très peu concernés en fait. Voilà, les médias, on met tout ce qu'on veut dedans. Moi, je vois ce que je veux dire quand je dis les médias, mais se sont braqués aussi sur ces questions-là, décodeurs, machin. Ça a posé aussi plein de nouvelles questions. Qui dit le vrai? Comment on le dit? Pourquoi? Par qui? Qui le crée? Ouais. Qui le crée? Qui décrète? Qui va dire lui c'est bien, lui c'est pas bien? On voit que c'est très politique en fait et que va falloir se remettre en question en effet sur ces idées de neutralité, etc. Et que ça peut plus durer cette histoire-là. Est-ce que quelqu'un veut se saisir d'un mot de la fin? Ou est-ce qu'on a bouclé? Ah, je sens que ça prend. Bien, Clémence. En fait, j'aimerais terminer sur une note positive parce que j'ai l'impression d'avoir été hyper pessimiste autour de cette table, ce qui est loin de normalement mon attitude naturelle. Mais c'est vrai que je trouve à la fois la campagne passionnante parce que j'ai l'impression que beaucoup de commentateurs sont perdus. Enfin, il y a un peu de panique, effectivement. On commande très peu la fuite de tous les cadres du PS auprès de Macron. Je vous invite à lire l'excellent article de Titio Lecoq qui était dans sa newsletter de Slate hier, où en fait, ça y est, sa
commence à se voir, hein, vraiment, ça commence à se voir que tout le PS est passé chez Macron. L'insulte suprême que c'est à tous les électeurs de gauche qui se sont mobilisés pour cette primaire-là, pour aller élire un candidat sur la base de son programme dont on a dit qu'il était plus ambitieux peut-être que d'autres, néanmoins pas si fou non plus, enfin pas complètement, pas fou. Et voilà, j'aimerais terminer sur une note positive, pardon. Pour dire que je crois toujours à ce que j'ai pu dire à d'autres nuits originales jusqu'à présent. Je pense que si on veut le pouvoir à tous les sens du terme, il va falloir à un moment donné qu'on le prenne, que ce soit en s'engageant en politique dans plein de partis différents selon nos affinités, que ce soit en dehors du système politique parce que voilà, on n'a pas confiance dans ces institutions-là, parce qu'on n'y trouve pas notre moyen d'expression ou un cadre qui nous convienne. Mais en fait, je pense que c'est pas en restant chez soi derrière un écran, en restant dans ces parcours individuels qu'on va réussir collectivement à faire évoluer la société dans le sens qu'on veut lui voir prendre. Encore une fois, je suis très contre, moi, ces discours de culpabilisation sur les gens qui ne font rien. Il y a des gens dont on a installé l'inactivité, qui arrangent tout le monde depuis des années, et dont il s'agirait de construire l'activité en leur donnant les moyens de le faire. C'est ça l'enjeu, plutôt que de dire bougeons-nous le cul, allez, pourquoi vous bougez pas le cul. C'est très politique aussi de voir comment on tourne ça, en disant c'est pour moi ça que moi je vois ce que mais je fais. Mais c'est pas pourquoi vous bougez pas le cul, en fait. En fait, moi je fais partie des gens qui ont les moyens. Pas les moyens de le faire. Je sais, mais je sais bien. Donc, tout le monde, effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, je le sais bien. Mais il y a des gens qui ont les moyens de le faire. En fait, moi j'ai moyen de le faire. Et qu'est-ce que je fais? Je parle derrière un micro. Moi j'ai pas envie que ce soit vous. C'est un discours que je m'applique à moi-même et pas que je renvoie aux autres de façon culpabilisante, pas du tout. Les gens qui ont les moyens de le faire, ils finissent toujours par le faire. Hein. Donc ils vont le faire. La question, c'est comment on fait en sorte que les autres y arrivent. Et d'ailleurs, ça suppose aussi des questions économiques. Ça suppose un rapport au temps libre, un rapport aux moyens économiques. La démocratie, 1, ça s'apprend. 2, ça coûte cher. Quand tu glisses sur des idéaux, faut faire gaffe. Au contraire, c'est très pragmatique. Je parle en termes de gestion du temps, de gestion de l'argent, etc. Non, il va falloir organiser les moyens d'avoir une société où les gens puissent prendre le pouvoir et pas juste dire aux gens prenez le pouvoir, parce que là pour l'instant les conditions ne sont pas réunies. On va avoir les mêmes bourgeois qui vont prendre le pouvoir comme d'habitude. Alors il va y avoir un renouvellement des élites à travers ces trucs citoyens, à travers les partis classiques, etc. Mais ce sera toujours un peu les mêmes personnes et on retombera dans les mêmes travers si on ne fait pas ce travail de fond. Voilà. Bon, je vous propose qu'on se retrouve dans 3 mois pour faire le bilan de tout ça, pour savoir si c'est l'apocalypse dans le monde, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on aura encore les moyens, est-ce que Magic System sera encore là, ce qu'on avait demandé tout à l'heure en début de nuit, mais on va devoir se quitter, on est sur une quasi-perfection en termes de timing, donc merci beaucoup à vous, on se retrouve dans 3 mois, c'est pas une blague, hein, c'est vrai, on peut prendre une date tout de suite, et donc oui, merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette heure, merci à vous d'avoir suivi dans vos commentaires, énormément de blagues, j'ai adoré, j'ai les commentaires, je pouvais pas les interrompre, mais c'était top. Merci du coup Chloé, Clémence, Julien, Esther, Romain et Usul pour ce débat de vive voix sur les différents... Alors on a un peu dévié parce qu'à la base on serait plus linguistique, mais bon, si vous voulez voir tout ce qui est linguistique, vous faites comme tout le monde. Vous allez chez Linguisticae, voilà, vous avez d'excellentes vidéos. Pour tout ce qui est décryptage de discours, vous avez aussi le bon Usul. DataGull, le dernier épisode de la saison est sorti ? Ouais, il est sorti lundi dernier. Ouais. Excellent, sur les genres, et c'était passionnant. Et du coup, Mads, pour le reste, Clémence Bodoc répondra à vos messages avec passion, Esther et Chloé aussi. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. On va se mettre un petit piano de fond comme tout à l'heure, et pour accueillir la prochaine table, à savoir disserter sur l'avenir de YouTube. Rien que ça, est-ce qu'il faut migrer sur Watt TV ou pas ? Et moi je pense que oui, mais voilà, on se retrouve tout à l'heure. À toutes.